Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-parole sur les ondes de Canal M. Par cette émission, on veut vous toucher, on veut vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Chantal Rouleau, à chaque fois que je lis la citation de Frankl, je suis toujours ému. C'est drôle. Puis là, bien évidemment, Chantal Rouleau, les gens vont se demander, est-ce que c'est la députée? Est-ce que c'est la ministre? Oui. J'ai la chance d'avoir Chantal Rouleau avec moi. Je suis tellement content. Merci. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi pour ce temps qu'on va passer ensemble. Les gens nous écoutent, ils disent, parce que là, c'est filmé puis c'est aussi enregistré, ils disent « Hey, c'est-tu toi? » Bien, c'est sûr que, Madame la ministre, quand tu viens au défi sportif remettre des prix, c'est sûr que je suis tenté de te tutoyer. Ça fait des années que je suis porte-parole, puis ça fait des années que tu viens. Tu venais quand tu étais à la politique municipale. Oui. Puis tu es venu, évidemment, en tant que ministre, mais il y a quelques semaines, on remettait les prix ensemble, les prix hommage... Bénévolat Québec. Bénévolat Québec, puis... Évidemment, dans un cadre protocolaire, c'est plus le fun de garder le protocole, mais le tutoiement, il vient vite avec toi. Puis c'est le drôle parce qu'il se fait naturellement. Il y a quelque chose que le titre impose, mais la personne de Chantal Rouleau a défait ça. Je sais pas, sais-tu comment? Peux-tu l'expliquer? Je sais pas. J'aime la proximité avec les gens. Puis j'aime être tout près, puis de se tutoyer, c'est plus facile de se parler, plus facile de se comprendre. Oui. De communiquer. Puis tu as été sur le terrain bien avant de te découvrir comme ministre, puis je vais dire le titre exact, c'est ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, et en plus d'être député de Pointe-aux-Trembles. De Pointe-aux-Trembles. Donc, avant tout le chapeau que tu portes depuis des années dans la politique, tu étais quand même une fille de terrain et on t'associe à des causes, comme je veux dire, l'environnement et toi, ça fait partie de ton cheminement. Oui. J'ai commencé en environnement, j'ai commencé dans le domaine de la récupération et du recyclage. J'avais 18 ans à peu près quand j'ai commencé ça, ce truc-là extraordinaire. Ça a commencé par le jour R. Et je me souviens précisément de la journée, là, c'était un samedi, parce qu'il y avait un organisme qui organisait de la récupération du papier journal et du verre, des bouteilles. Fait que les gens allaient porter leur papier, leur verre une fois par mois à des endroits spécifiques. J'étais à ce qu'on appelait Ville-Saint-Laurent à l'époque, là. Et là, une amie me dit « Chantal, j'ai besoin d'aide, viens avec moi. » Et j'ai passé la journée avec elle. On était dans un petit camion de la Poste, la Poste qui avait donné ce camion-là à l'organisme. Et puis, on allait chercher le verre. Nous, notre job cette journée-là, c'était ça. On allait chercher le verre, puis on l'amenait au cégep Saint-Laurent, où il y avait un petit hangar, où là, j'arrive, puis il y a comme une vingtaine de personnes, des jeunes, 12 ans, des plus vieux, 75. Il y avait un homme de 82 ans, des professionnels, des enseignants, il y avait un plombier, un médecin, il y avait toutes sortes de monde qui prenaient le verre, le séparaient par couleur, avaient des écouteurs sur des protecteurs là, sur les oreilles, puis des lunettes de protection, prenaient la bouteille et avec un marteau, cassaient la bouteille dans un baril par couleur. Et là, j'ai trouvé ça fantastique d'avoir ces bénévoles qui faisaient ce travail-là, puis de découvrir l'impact qu'on pouvait avoir en environnement, le geste de chacun en environnement pour changer les choses. Ça a été une révélation pour moi. À 18 ans? Ça, c'était à 18 ans, oui. Okay. Et là, j'ai travaillé aussitôt le lendemain, je commençais à travailler pour cet organisme-là, puis j'ai été très impliqué bénévolement aussi, impliqué dans toutes sortes de choses pour faire évoluer ce qui était à l'époque, là, c'était les balbutiements de l'industrie de la récupération et du recyclage. C'était le début de la compagnie Cascade, tu peux imaginer. Aïe, aïe. Ouais. Mais ça, c'est un événement marquant, ça, dans ton parcours, ça. Oui.
oui, absolument. Et là, à partir de ça, j'ai continué dans ce domaine-là longtemps. Mm-hmm. Et puis, j'ai travaillé chez Cascade éventuellement. J'ai eu une entreprise aussi de distribution de papier recyclé, papier de bureau, là, papier fin, fait de fibres recyclées. La première au Québec. Ah oui, ça s'appelait comment à l'époque? Je suis souvent précurseur. Ben oui, je vois ça. Je débute des choses, puis OK. Ça s'appelait papier taïga. Taïga, OK. Puis ça, quand tu démarres ça, tu l'alimentes, c'est ton gagne-pain, c'est ton entreprise. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu as laissé les clés de l'entreprise à quelqu'un d'autre pour te lancer en politique? Comment c'est arrivé, le switch? Cette entreprise-là, j'étais avec mon frère. On avait... c'est une entreprise, c'était une jeune entreprise. Okay. Et éventuellement, Cascade vient me voir, un directeur général chez Cascade vient me voir, puis il me dit, on aurait besoin de toi pour développer la récupération du papier de bureau à Montréal. Mm-hmm. Je dis, OK. Je connaissais ça là, parce que j'avais déjà un long parcours dans le domaine. Alors, je dis OK. Alors là, j'ai créé un programme de récupération de papier de bureau pour Cascade dans les grands édifices à bureaux à Montréal, en travaillant avec les entreprises de nettoyage, en travaillant avec les gens avec les entrepreneurs en service sanitaire, là, les vidangeurs. Oui. Fait que j'ai mis en place un système dans tous les édifices à bureaux de Montréal. Ça a très bien fonctionné. On l'a répandu partout à travers le Québec. Et à un moment donné, Cascade, qui était la première entreprise québécoise à avoir des entreprises en Europe, en France, et qui fabriquait du papier et du carton là-bas, m'a demandé d'aller là-bas comme en mission pour établir la récupération du papier de bureau à La Défense. La Défense, c'est le quartier des affaires à côté de Paris. Là. Mm-hmm. Alors, je suis allé passer deux belles années là-bas. C'est quand même un parcours intéressant. Quiconque tape ton nom sur Wikipédia ou sur Google, on voit que tu es quand même associé à l'environnement, au fleuve. Oui. Hey, ça, c'était marquant, ça. Oui. 2012, 2013? En fait, ça a commencé en 2002 parce que j'ai travaillé longtemps là, dans la récupération recyclage. Puis là, mon garçon est venu au monde. Je me suis beaucoup occupé de Louis-Philippe lorsqu'il était bébé. Et puis, à un moment donné, là, il fallait que je reprenne le travail, évidemment. Je voulais plus travailler dans la récupération. J'avais fait le tour du jardin. Je me suis dit, tiens, je vais aller travailler dans l'eau, le domaine de l'eau. Je voulais retourner à une base environnementale parce que dans la récupération, j'ai été en industrie, j'ai commencé dans le milieu communautaire, mais j'étais rendu au 52e étage d'un gros édifice. Là, puis, tu as fini au placé quand même. Là. Oui, puis j'ai voulu revenir à une base. Et l'eau. Alors, j'ai voulu aller travailler dans un organisme pour apprendre le langage. Je me suis dit, c'est la même chose, c'est la même structure organisationnelle que la récupération, le recyclage, avec le mode industriel, les organismes, la recherche, le code avec les municipalités, etc. Et parce que c'est par code, c'est par code et par langage. Donc, le langage de l'eau. L'organigramme de tout ça, c'est la même chose. Là. Je comprends. Mais un langage de l'eau, fallait que tu le comprennes. Le langage de l'eau. Aller comprendre le langage de l'eau. Puis là, je m'en vais passer une entrevue, puis la dame qui passe l'entrevue, elle me dit, non, t'es bien trop qualifié pour ce poste-là, alors... je dis, c'est pas grave, on va se revoir, parce qu'il y a quelque part où on va se recroiser, c'est sûr. Puis il y avait de quoi faire. Il y avait beaucoup à faire. Et puis là, quelques semaines plus tard, elle me rappelle pour me dire, t'as raison, on va se recroiser parce que je quitte mon poste puis j'ai besoin d'une directrice, veux-tu prendre la place? Et sur le coup, je voulais pas parce que je voulais pas une grosse job, travailler beaucoup, puis je connais le milieu communautaire, c'est très... c'est demandant, puis les conditions sont pas toujours... je le dis, là, je le sais. Étant ministre de l'Action communautaire, je le sais. C'est pas toujours facile, mais c'est tellement extraordinaire. Fait que finalement, j'ai accepté le poste. Et puis, j'ai travaillé là. J'y allais pour quelques mois. J'ai été là,
je pense, 8 ans, 6 ou 8 ans. Oui, mais le projet pour assainir le fleuve, ça, c'est majeur, ça. C'est majeur. Dans ton parcours de vie, c'est majeur, puis ça a été reconnu en plus. Oui, c'est que cet organisme, c'est un organisme de concertation avec le milieu, l'industrie, le municipal, les gouvernements. Et le secteur 103, qu'on appelle, c'est un quai où était Shell à l'époque, et donc industriel, et c'était le secteur le plus pollué du fleuve Saint-Laurent. Et le travail était de décontaminer ce secteur en impliquant les industries, les municipalités, le port de Montréal, et sans bâton, disons, sans taper sur la tête de personne, par la concertation. Et ça a fonctionné. Les millions ont été investis par les entreprises et on a sorti 54 000 mètres cubes de sédiments contaminés du fleuve, du lit du fleuve. Et ça a permis, ça a été un geste qui a été reconnu par National Geographic. Ouais. On avait gagné un prix pour ça, qu'on est allé chercher avec le président du CA. Mais tout ça, il y a un dénominateur commun qui t'amène à te ramasser en politique, à la fois au départ municipal puis aussi au provincial. Tout ça, c'est la base, c'est le communautaire, c'est l'action concrète qui t'habite encore aujourd'hui. Oui, là. Oui. En fait, tout ce cheminement-là, toutes ces actions-là, par rapport au fleuve, par exemple, parce que le fleuve, c'est devenu j'ai un grand amour pour le fleuve, qui est notre source d'énergie, qui relie toutes les communautés du Québec, qui nous relie au monde aussi. On est venu au monde par le fleuve et on l'a un peu abandonné en cours de route, là, au cours des dernières décennies. Là, on le reprend. Et ce que j'ai... Un jour... Là, je suis au comité ZIP et puis je suis directrice et souvent porte-parole pour parler du fleuve. Puis il y a un journaliste de Radio-Canada qui m'appelle régulièrement et là, qui me dit « Ah, Mme Rouleau, est-ce que vous avez quelque chose de neuf pour moi? » Fait que là, je m'arrête Je m'en allais au travail, puis là, je m'arrête, puis je suis dans un bout de rue à Pointe-aux-Trembles. Puis le bout de rue, il donne sur le fleuve parce qu'on a plein de petits bouts de rue ça qui donnent sur le fleuve. Et... là, c'est le matin, il est de bonne heure, la brume qui se lève sur le fleuve, puis le grand héron qui prend son envol, et c'est absolument magnifique. Et je lui dis, une plage dans l'Est, et pourquoi pas? Ah, quoi? Vous voulez mettre en place une plage? Une plage là, avec des palmiers puis du sable? Je dis, ben non, pas des palmiers et du sable, on est en milieu urbain, alors ça va être un endroit accessible au fleuve, avec une eau de qualité, et on va pouvoir s'y baigner dans l'Est. Ce qui était chose, je ne dirais pas le mot impossible parce que ça ne fait pas partie de mon dictionnaire, mais... Mais c'était pas envisageable à l'époque. Non, parce qu'on n'investissait jamais dans l'Est de Montréal. On investissait dans l'Ouest parce que c'était plus facile, puis c'était plus riche, mais pas dans l'Est parce que c'était plus pauvre, plus pollué, plus compliqué, et puis tout. Et là, j'ai beaucoup appris au niveau des réseaux... des infrastructures municipales souterraines par ce travail-là. OK. Les réseaux d'eau, d'aqueduc, d'égouts, puis comment ça fonctionne, puis les coliformes fécaux, puis bon. Et j'en suis venu qu'à connaître beaucoup, très bien même, tout ce réseau-là. Et il fallait trouver un site. On a trouvé un site pour la plage de l'Est, puis... Et puis, c'est avec le milieu communautaire, effectivement, qu'on a pu faire débloquer des investissements fort importants pour s'assurer que la qualité de l'eau du fleuve soit bonne à cet endroit-là qu'on avait identifié, qui était à l'époque la marina Baudouin. Et là, c'était je dirais, le deuxième endroit le plus pollué du fleuve Saint-Laurent. Ah oui? Oui, parce que il y avait des réseaux d'égouts. C'était illégal à l'époque. On n'avait pas le droit de faire ça, mais par la force des choses, les égouts se dirigeaient directement là. Il y avait des milliers de coliformes fécaux par 100 millilitres d'eau, alors qu'il devrait y en avoir, je pense, 100 coliformes fécaux, quelque chose comme ça.
Et puis là, donc, on a pu arriver à une qualité d'eau par des investissements. Investissements, d'ailleurs, qui ont donné naissance à la commission Charbonneau. Hein? C'est quoi le lien? Aïe, aïe. Parce qu'à un moment donné, bon, je suis devenue mairesse. Oui. Et puis, et pour réaliser la plage de l'Est, en fait. Et là, à Montréal, on avait certains enjeux de contrat. Mm-hmm. Ça coûtait toujours plus cher à Montréal qu'ailleurs au Québec. Il y avait des enjeux, puis il y avait des enjeux de collusion, il y avait des enjeux de la mafia qui était pas loin. Tu as fait un ménage là-dedans dans l'octroi des contrats. Alors, et c'est ça. J'ai fait un ménage et oui, j'ai fait un ménage, j'ai dénoncé des situations et ça donne qu'à la commission Charbonneau, parce que ça a amené tout ça, cette dénonciation a amené à la commission Charbonneau qui fonctionne encore. Là, on voit encore aujourd'hui les résultats. Et donc, des travaux qui ont été faits, des contrats qui ont été donnés à cette époque-là ont fait l'objet d'enquêtes. As-tu reçu des menaces? Quand j'ai dénoncé, en fait, pas à ce moment-là. C'est arrivé dans ma carrière politique que je reçoive des menaces. Mais à ce moment-là, il y a comme un bouclier. Tu sais, il y a eu une émission enquête là, à un moment donné qui a fait que, bon, ça a éveillé des gens, là, puis dire, bon, enfin, il y a quelqu'un qui se lève. Alors, j'ai eu cette opportunité-là de me lever. Et ça a créé un bouclier, réellement, de protection parce que les gens étaient tellement heureux, là, contents qu'enfin il se passe quelque chose. Fait que j'ai eu peur une fois, mais je me suis dit non, je n'aurai jamais peur. Ça donne rien d'avoir peur. Si j'ai peur, je suis mieux de rester chez nous. C'est ça. Mais en même temps, cette fois-là, est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est une anecdote, mais je venais de faire l'entrevue avec Alain Gravel là, à Enquête. Et puis, bon, il est parti, puis son équipe ils partent rapidement pour aller partir ça là, à la radio, puis à la télé, tout ça. Et moi, je reste au bureau, puis toute mon équipe est partie vers, disons, 4h30. Tout le monde est parti. Moi, je suis encore au bureau. Et là, il y a comme, je crois que c'est une petite neige là, qui est tombée dans le stationnement où il reste seulement avec ma voiture. Et puis, je me rends à ma voiture et qui est une petite voiture manuelle. Puis là, je pars la clé. Puis là, ça fait un drôle de bruit. Je dis, c'est quoi ça? OK. Fait que là, je sors de l'auto. Je fais le tour. Je regarde en dessous, au cas où. Et puis là, je rentre dans ma voiture. Puis là, je me suis dit, non. Là, tu avais imaginé la bombe, toi? J'ai imaginé ça. Ah ouais. Et là, je me suis dit, non, je peux pas vivre avec ça. Puis, si jamais il y en a une, ben, je veux juste que ça saute et que ça fasse pas mal. Et sinon, ben, plus jamais je vais avoir peur. OK. Puis là, je m'en allais dans une rencontre publique comme mairesse. Là, on avait une activité où il y a jamais personne dans ces rencontres-là. Un comité X qui intéresse 2-3 personnes, puis il n'y a jamais personne. Et là, c'était bondé. J'arrive là, les gens applaudissent, puis... Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'imagine que vous mettez un petit miroir en dessous de votre auto, là, pour être sûr. » J'ai dit non. Aïe. Non, puis on ne parlera plus jamais de ça. Et là, j'en parle là aujourd'hui, mais je ne sais pas quelque chose. C'est une anecdote. Mais tu es déjà mère de Louis-Philippe à ce moment-là. Oui. OK, mais quand tu es maman, je veux dire, tu y penses aussi. Quand tu es toute seule à gérer ta vie, c'est pas si pire, mais ça ne te tente pas de sauter sachant qu'il y a un fils qui va t'attendre. Là. C'est sûr. Alors là, j'ai fait comme une petite prière intérieure là, pour toutes les personnes que j'aime le plus au monde.
Louis-Philippe, ma conjointe, puis ma mère, frère, sœur, mon père, qui était toujours vivant à ce moment-là. Puis... T'as tourné la clé? J'ai tourné la clé, puis l'auto est partie. Dieu merci. Mais si tu parles de ta famille, tu parles de tes racines, est-ce que tu sais vraiment que dans ton enfance, il y a quelque chose qui se place pour que tu deviennes une politicienne plus tard? J'ai toujours été politisée. J'ai toujours aimé parler de politique. J'aimais beaucoup la littérature aussi. Je suivais ça, puis j'ai toujours été pour la justice. Alors, petite, plus jeune, j'étais souvent chef d'équipe. Il y avait moi puis mon voisin, là, on était les deux chefs d'équipe quand on jouait à la balle ou au cow-boy ou etc. Là. Et lui, il choisissait tout le temps les meilleurs. Puis moi, souvent, je prenais les personnes les plus jeunes, un peu plus faibles, qui avaient plus peur de la balle ou de ça. Puis je disais, non, on va se trouver une stratégie, puis on va gagner quand même. On va trouver une façon de faire. Alors, OK. Et puis tout ce chemin... Puis la politique, ben c'est la façon... En fait, j'ai eu une vie professionnelle jusqu'à maintenant assez bien remplie. J'ai fait plein de choses qui m'ont rapporté beaucoup là, en termes de connaissances, façon de faire, mais tout ça m'a amené à la politique. Il y en a qui disent « Moi, je veux être politicien dans la vie. Moi, j'ai étudié pour aller dans ce domaine-là. » C'est pas ça que j'ai fait. Mais ça m'a amené à la politique parce que j'ai eu des... Si je voulais réaliser, puis c'est Louise Arel qui me dit à un moment donné, il y avait le projet de la plage de l'Est, elle m'a dit, si tu veux réaliser la plage de l'Est, tu peux le faire comme mairesse d'arrondissement. Dit, OK, je vais devenir mairesse d'arrondissement. Alors, je suis devenue mairesse d'arrondissement. OK, mais là, il y a du pouvoir comme mairesse dans l'arrondissement, mais tu en as aussi comme ministre, comme député. Oui, puis de mairesse d'arrondissement, j'ai été au comité exécutif de la Ville de Montréal, et puis là, maintenant... puis l'Est de Montréal, pour moi, c'est important. Bien, tout le Québec est important, la métropole, la région, bon, tout ça, c'est important, mais le redéveloppement de l'Est de Montréal, pour moi, c'est primordial. Et quand j'ai quitté le milieu municipal pour aller vers Québec, c'était pour aller chercher des outils supplémentaires pour faire plus, pour avoir plus de moyens encore pour... continuer ce travail-là. Alors, dans le premier mandat, j'ai été ministre de la Métropole, délégué au transport. J'ai pu redévelopper la stratégie maritime du Québec, y intégrer les navettes fluviales qui repartent, là. C'est des mandats extraordinaires, autant celui que tu fais présentement. Au niveau qui est extraordinaire en ce moment-là. Tu sais, au niveau de toute l'action humanitaire, communautaire, c'est extraordinaire, mais il y a du pouvoir là et j'ai l'impression que tu y replonges tes racines dans d'où tu viens. Tu sais, tu pars de la base. Là. Je me rappelle l'exemple de tes casseurs de vitres. C'est ça aussi. Puis les prix que tu remets à chaque année. C'est extraordinaire. On est ensemble depuis 2 ans. Les beaux êtres humains qu'on rencontre. Ça, il y a quelque chose qui est enrichissant de remettre un prix à des bénévoles qui s'engagent à chaque année. 40 bénévoles qui sont choisis, qui sont sélectionnés à travers quelques centaines qu'on nous propose sur les 2,3 millions qu'on a au Québec de bénévoles qui sont engagés régulièrement. Et c'est plus que ça encore parce que c'est au-delà de 5 millions de personnes qui font du bénévolat une fois de temps en temps. Il y en a 2,3 millions là, qui sont engagés. Là. Moi, le mardi puis le jeudi matin, là, je vais dans tel organisme ou je vais à la banque alimentaire ou je vais... je coach des jeunes au soccer ou... ça s'appelle du bénévolat. Et ça s'appelle l'amour qui nous habite quand on devient bénévole. Et c'est ce que je retiens et ce que beaucoup de gens ont retenu de ton mot qui venait du cœur. C'est cette qualité humaine qu'est l'amour. Sans ça, ça se fait pas. Mais... sans amour, il n'y a pas non plus de politiciens puis de politiciennes. Je veux dire, si tu veux changer l'humanité puis voyons grand, c'est que ça prend un grand cœur aussi. Ça prend un cœur rempli d'amour. Là. C'est certain, c'est certain. Puis
de tous les collègues que j'ai connus depuis le tout début, des personnes engagées en politique, il y a toujours ça, là. Toujours cet aspect-là, parce que tu as ton rôle comme député, comme conseiller municipal, comme maire, comme ministre, comme premier ministre. Mais il y a ce rôle-là, mais il y a aussi le quotidien avec les gens, le pourquoi tu le fais. Ouais. Puis c'est clair, tu sais, le ministre des Finances, là, quand il se lève le matin, là, il pense évidemment pour l'ensemble du Québec, comment faire grandir l'économie du Québec, là, puis contrôler les coûts, etc. Mais il pense aussi à chacun des Québécois. Il pense aux personnes qui, si je pose tel geste, est-ce que ça va avoir un impact? Quel type d'impact ça va avoir? Combien de personnes je risque de toucher, puis jusqu'où ça peut aller, là? Il y pense à ça. Comme à l'éducation, comme à l'environnement. Tu sais, tous mes collègues, là, et les députés aussi. Et on a notre rôle à Québec. On est là 3 ou 4 jours, là, dépendamment, à Québec. Et le reste du temps, on est dans nos circonscriptions, dans nos comtés. Et là, on est avec les gens. On va au souper des Chevaliers de Colomb. On va au petit déjeuner de la Chambre de commerce qui organise tel truc pour honorer quelqu'un ou pour discuter d'un sujet ou aller à la lecture d'une poésie quelque part. On le fait, on est là. Parce qu'il y a ça, là, il y a cet élément-là essentiel qui s'appelle l'amour. Et que tu veux reconnaître, encourager en remettant des prix dans Hommage Bénévolat Québec. Mais si tu parles d'amour, il faut absolument parler de ton fils, Louis-Philippe. Puis, tu sais, pour ceux et celles qui ont entendu récemment l'entrevue que tu as faite généreusement avec ton fils à Pénélope McQuaid, qui est une grande amie, hein, ça fait plus de 30 ans qu'on est des grands amis. Puis quand j'ai écouté ça... d'ailleurs. Ah oui? Oui. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Puis je pense qu'à travers l'amitié, des fois, on connecte aussi au niveau des valeurs, puis on a peut-être des comportements similaires. Mais tu sais, nos pères étaient des amis aussi, tu sais, ils se connaissent depuis longtemps. Mais effectivement, tu parlais d'amour et on le sent, cet amour-là, puis l'admiration mutuelle entre ton fils et toi, Louis-Philippe et toi. Puis Louis-Philippe, c'est un joueur de football. Puis moi, je me rappelle, j'ai joué au football et ma mère était pas capable de me voir jouer au football. Elle avait peur que je me casse la gueule. Elle était fière que je joue au football. Mais toi, quand tu es sur les lignes de côté puis tu vois ton fils, c'est un sport violent, c'est un sport de contact. Y a-tu quelque chose dans ton ventre qui vient te chercher quand Louis-Philippe est impliqué dans une collision puis il y a une espèce de plaquage? Tu vois, en fin de semaine, je suis allé à Waterloo. C'était le match là, des étoiles universitaires, là, Est-Ouest. Là. Pas un excellent match en fin de semaine, d'ailleurs, non. Mais c'est l'occasion pour les joueurs de se mettre en valeur parce qu'il y a des gens qui sont là pour éventuellement les repérer pour aller vers la Ligue nationale. Puis il y a des joueurs qui ont été blessés. Fait que ça, c'est triste, là. C'est dommage. Puis il y a 2 de ses coéquipiers qui ont d'ailleurs été, qui sont des carabins avec lui, qui ont été blessés. Puis le soir, on a soupé ensemble. Puis beaucoup d'empathie. Mais ils se relèvent, puis ils veulent continuer parce que c'est quand même des jeunes qui sont extrêmement en forme. Oui. Ils sont. C'est vrai que le football, il y a des moments là, qui peuvent être très violents, mais c'est aussi un sport d'équipe incroyable. Quand tout le monde joue ce qu'il a à faire, joue son jeu, ça fonctionne, ça va bien, puis et ils sont là pour se protéger aussi. Là. Chacun a son rôle. Alors... Est-ce qu'on reconnaît ça dans la politique? On connaît ça, oui, on voit ça. Oui, ça peut être violent parfois, la politique. Non, mais tu sais... C'est pour ça que je fais de la boxe le vendredi matin. Oui, avec Ali Nestor-Charles, qui est tout un maître. Oui. Mais en même temps, cette hygiène de vie-là que tu prends soin de toi, tu fais de la boxe, tu t'entraînes, tu le vois d'un niveau extrêmement élevé avec ton fils. Je trouve ça le fun de voir, parce que pour avoir joué au football pendant 5-6 ans, il y a des racines de ma vie actuelle à presque 60 ans avec lesquelles je connecte, qui viennent de mon secondaire puis de mon cégep. Donc, ça nous suit toute notre vie. Oui. Qu'on gagne notre vie ou pas dans le sport,
Il y a des leçons de vie extraordinaires dans les sports d'équipe comme ça. Bien, absolument. Puis c'est des choses qu'on voit aussi. Par exemple, et c'est ce que je disais aux garçons en fin de semaine, que ce qu'ils font aujourd'hui, là, ça va avoir des répercussions dans leur vie plus tard. Et je le vois, moi, au Conseil des ministres, par exemple, là, où il y a des collègues qui ont joué au football, puis qui gardent, Conseil des ministres, puis de l'ensemble du caucus, ils gardent cette complicité-là qu'ils ont connue lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais ça se voit dans d'autres sports, là, les filles qui jouent au volleyball ou au hockey. Super match de hockey hier, d'ailleurs. Ben oui, complètement. Puis tu parleras à Lionel Carman, c'est un redoutable joueur de basket en passant. Ah oui? Oh, oui, moi, oui. je l'ai vu jouer sur un court. Oui. On va faire une petite transition musicale, Chantal, puis on revient après. On va poursuivre l'entrevue, mais on a aussi un petit jeu. Alors, dans mon chapeau, il y a plein de petites questions. Tu vas les piger au hasard. C'est toi qui les lis, puis on s'amuse avec ça. Alors ici, Jean-Marie Lapointe, vous êtes en compagnie de Chantal Rouleau. On vous revient dans quelques instants. Ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez Porte-parole sur Canal M. Je suis en compagnie de la députée de Pointe-aux-Trembles et évidemment qui porte les couleurs de la coalition Avenir Québec, Chantal Rouleau, qui est aussi accessoirement ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Chantal, juste avant la petite transition, on avait commencé à parler du football, de ton fils et même de la belle entrevue que tu avais faite avec Penelope McQuaid, ma belle amie. C'est rare qu'on t'entend parler avec autant d'émotions de ton ex-conjointe, de ton fils comme ça, et de parler de la souffrance, de l'addiction, de la souffrance et de l'impuissance. Puis je me rappelle, c'est le même soir que j'ai écouté l'entrevue que je venais te retrouver à Québec pour le prix Hommage Bénévolat Québec. Puis tu m'avais tellement touché parce que on se reconnaît dans l'impuissance. Ça m'avait touché, puis ça me touche encore. Tu vis ça comment aujourd'hui? Bien, il y a une chose que je veux dire. C'est vrai que je parle pas beaucoup de ma vie. Puis là, j'ai parlé de Louis-Philippe. On a parlé d'Isabelle, sa mère biologique, puis ex-conjointe. Mais je veux parler de Sylvie aussi, qui est ma conjointe. Actuelle. Puis on est ensemble depuis longtemps. On s'est même mariés. Et l'importance qu'elle a. Parce qu'elle... Tu sais, je vois, tu as les yeux un petit peu pleins d'eau, là. Des moments difficiles qu'on a pu vivre dans notre vie, là, Sylvie, elle a été là pour nous aider à passer à travers. Wow. Elle a été, et elle est toujours une force incroyable qu'on apprécie. Puis je sais que Louis-Philippe est très d'accord avec moi. Puis je voulais le mentionner. Parce que... Tu sais, au football, j'ai dit que je vais manquer un match. Elle n'en a pas manqué un. Non. Oh, wow. Depuis le tout début. Le match que moi, j'ai manqué... Sylvie était là. Sylvie était là. Wow. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Attends une minute, là. Ça va faire... Là, on parlait de nos prochains 20 ans. Je crois qu'on est à 16-17 ans ensemble. Ah non, mais elle l'a vu grandir, Louis-Philippe. Oui, là. oui, ben oui, parce qu'elle est arrivée, Louis-Philippe avait 6 ans. OK. C'est important que tu mentionnes ça et de rendre hommage à la présence rassurante et aussi solide d'une partenaire de vie quand on a un fils qui a une mère biologique qui souffre.
Oui. Et visiblement, il est entouré de femmes. Oui. C'est une force. J'ai Oui. 6 sœurs et 6 demi-sœurs. Alors, je peux te dire, je reconnais un peu les patterns et les similitudes avec Louis-Philippe, mais je pense que d'avoir des modèles féminins avec soi, et évidemment, on parle de Sylvie et toi, vous êtes ensemble, est-ce que tu as une idée de l'impact que ça peut avoir d'avoir des modèles comme ça dans sa vie? Sans doute énormément de respect. Il est, comment dire, c'est... tu sais, j'ai voulu qu'il ait des modèles masculins aussi autour, là, pour faire... Pour compléter. Oui, pour venir compléter. Mm-hmm. Mais ça lui a pas... c'est pas quelque chose qui lui manque, là, d'être avec des femmes. On est 2 femmes assez fortes, là. Lui, c'est une femme de tête et moi, parfois, j'ai la tête dure aussi. Alors, je pense beaucoup de respect et l'égalité. Parfois, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement, là, qui grandit un petit peu. Les femmes se battent tout le temps pour l'égalité. Ouais. Ça ne fait que 85 ans que les femmes ont le droit de vote au Québec. Que 85 ans. Ma mère a 102 ans. Alors, il y a une partie de sa vie où elle n'avait pas le droit de voter. Alors, c'est une lutte constante de se faire respecter puis d'avoir les mêmes prérogatives. Alors, je pense que Louis-Philippe, lui, comprend ça. On peut bien avoir une équipe féminine qui s'appelle Victoire. Oui. Puis c'est symbolique, hein? Oui, c'est symbolique. Puis c'est tellement beau à entendre les gens scander Go Victoire, où aller, là. Oui. Ça dépend ce qu'on choisit, mais Go Victoire, go, là, c'est hier soir en particulier. Écoute. Pour la fête des mères, en plus. En plus, quel beau cadeau. Quand tu me parles de ça, je me dis, la société bénéficie à avoir cette différence-là, des modèles parentaux différents, pas standards comme il y a 50, 60 ans. Tu sais, moi, je viens de Montréal, je suis né à Ville-d'Anjou, puis je suis tout petit, puis... Petit gars de l'Est. Un petit gars de l'Est, je suis né dans l'Est, mais tu sais, à l'école primaire, des personnes haïtiennes à la peau noire, on n'avait pas. Tu sais, tu vois comment les pas de géants ont été faits dans la société. Aujourd'hui, c'est comme Benetton, toutes couleurs unies. C'était leur publicité, c'était le slogan à l'époque. Et fort heureusement, alors plus on a de modèles différents et complémentaires, plus riche on est. Donc, j'imagine que Louis-Philippe, ce qu'il est en train de devenir comme homme, tu le vois cheminer, tu le vois grandir. Oui. Il y a de quoi être fier. Tu sais, tu parlais de la douleur, l'impuissance face à des personnes qui vivent des problèmes très graves, là. Puis, et un des combats de Louis-Philippe, ce que ça a pu entraîner, c'est de vouloir, moderniser, si c'est possible de dire, je pense que c'est comme ça que ça va s'appeler, oui. Là, la loi 38. P38. La P38. Oui. Pour notamment tenir compte des impacts collatéraux. Oui. Puis les grandes lignes de la P38, c'est justement d'intervenir quand une personne est en train de s'autodétruire, met sa vie en danger ou celle des autres. Oui. Il peut y avoir une loi qui nous permet d'intervenir et qui nous oblige à intervenir aussi. Oui, mais... c'est compliqué, ça. Et c'est très compliqué parce que on a les droits de la personne, les droits de l'homme qui font que la personne peut refuser. Alors ça, c'est terrible quand tu veux aider la personne, quand tu vois qu'elle se détruit et que tu ne peux pas parce qu'elle dit non, laissez-moi là, laissez-moi comme ça. Ah, c'est ça qui est venu me chercher parce que moi, ma mère est décédée à 49 ans d'alcoolisme et tu vois la personne s'autodétruire. C'est une lente noyade. Oui. Et je m'imaginais dans ma tête comment Louis-Philippe pouvait se sentir, toi, tu pouvais te sentir. Les proches autour, tu te dis, mon Dieu, on peut-tu faire quelque chose? Oui, mais... Et là, toi, tu dis que c'est sa mission, ça, Louis-Philippe. Oui, il se dirige vers ça, là. Oui, c'est quelque chose... Et puis, tu sais, au début, là, lorsque Isabelle est décédée, là, il était en colère contre cette loi-là parce qu'il a essayé. Puis on a essayé. Puis Sylvie et moi, on a essayé. On allait porter des repas à Isabelle
régulièrement, puis c'est moi qui l'ai trouvé, puis j'étais avec Sylvie à ce moment-là. Mais là, il était en colère, puis il disait, mais vous, le gouvernement, vous ne faites rien. Je disais, oh, un instant, là, on fait des choses. Ouais. Puis il a rencontré Lionel Carman pour voir, ben, est-ce que, lui, c'est quoi son besoin, mais qu'est-ce que Lionel fait pour faire avancer les choses? Et puis là, Louis-Philippe a été impliqué dans un comité, là, un forum pour réfléchir sur comment faire avancer ces choses-là, puis en tout respect avec l'ensemble des besoins, là. Et c'est là qu'il a compris aussi, et ça me fait plaisir, la complexité de prendre une décision. Ouais. Parce que tu veux obtenir tel résultat, tu veux agir de telle façon, OK, mais il faut tenir compte des opinions autour. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire oui, mais non, ça marche pas. Là. Ce que tu veux proposer, ben, ça va avoir tel impact. Et tout. Ouais, d'accord. Et puis là, ben, tu essaies d'ajuster. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va venir de l'autre côté pour dire non, là, il faut aller dans cette direction-là parce que. Alors, il a vu ça. Donc, il se dirige tranquillement, pas vite, peut-être pour suivre les traces de sa mère, quelque part en politique. Le verrais-tu? Ben, ça se pourrait, mais il va être, certainement, de la trempe de décideur. Wow. Alors, je ne sais pas à quel niveau il va être. Okay. Là, actuellement, il travaille beaucoup avec ma conjointe dans le domaine événementiel, artistique. Et c'est quoi ses études actuelles? Actuellement, il est au HEC en leadership organisationnel. OK. Et puis, il n'aimait pas l'école. Et quand on parle de persévérance... Ah ouais. C'est tellement, tellement, tellement extraordinaire. Puis c'est par le football que c'est arrivé. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup le football aussi. Ça l'a raccroché aux études? Oui. Oh, wow. Ben, pour jouer au football, il faut que tu réussisses à l'école. Sinon... Et pour entrer à l'université, ben, il fallait qu'il y ait les notes minimum au cégep. Il est rentré par la peau des fesses, je dirais. Il a fait un premier certificat en cinéma, communication. OK. Et puis là, ben, il a vu quelque chose au HEC, là, le leadership organisationnel. Ça l'intéressait. Il a été accepté, puis il est en train de terminer ce certificat-là, puis là, il va continuer dans ce domaine-là. Ça va être un décideur, je suis sûr. Bravo. Il dit, moi, je vais être un boss dans la vie. C'est ça, hein? Ben là, il y a des papiers modèles. Écoute, Chantal, tu sais que notre émission, ça s'appelle Porte-parole, et à la deuxième portion de l'émission, j'ai un chapeau dans lequel, puis le chapeau d'ailleurs, tu vas reconnaître le logo du défi sportif. Alors, j'ai plein de questions et le plaisir de cet épisode-là ou de cette émission-là, c'est notre invité qui pige. Ah. Donc, tu piges la question, tu la lis à voix haute, puis on y va pendant un petit 15 minutes facile. OK. Bon. Alors, si tu savais que tu allais mourir subitement dans 1 an, changerais-tu quelque chose à ton style de vie? Pourquoi? Bon. Moi, j'aime ma vie. J'aime les gens avec qui je suis. Si je savais que j'étais pour mourir, je me dépêcherais je mettrais encore plus d'emphase à réaliser ce que je veux faire, là, tout de suite. Et, dans ton mandat comme ministre ou comme femme? Je pense que comme ministre, je continuerais encore un peu, là, avec mettons que l'énergie est jusqu'au bout, là. Ouais. Je pourrais continuer encore, parce qu'il me manque un petit bout à faire là, dans ce que je veux réaliser dans mon mandat. Alors, je voudrais terminer ça. Et puis, je partirais sans doute en voyage, probablement, avec Sylvie. Est-ce que tu nommes qu'est-ce qui te reste à compléter pour que tu sois satisfaite comme ministre? Bien, comme ministre, quand j'ai été nommé, le premier ministre nous a demandé quelles sont vos 3 priorités. Alors, ma première priorité, c'était de déposer un nouveau plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, ce que j'ai fait en juin dernier. Bravo. Deuxième, c'était de moderniser le régime d'assistance sociale, ce qui n'avait pas été fait depuis 20 ans. C'est fait. Ouais. Troisième, c'est de déposer une loi cadre en action communautaire qui permettrait, j'ai les objectifs dans cette loi-là,
notamment travailler au niveau du financement. Je ne veux pas dire que je rajoute du financement, mais je m'organiserais pour que le financement soit plus conséquent. La reddition de comptes et faire en sorte que les organismes puissent faire répondre aux appels d'offres du gouvernement. OK. Donc, parce que c'est pas toujours possible. Et puis, c'est ce que tu es en train de placer. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Wow. OK. J'aimerais ça... 2 sur 3. C'est pas pire. Ouais. Deuxième question. Quelle est la plus belle phrase que tu as entendue de toute ta vie? Non, rien de rien, je ne regrette rien. Edith Piaf, ça, qui l'a chanté. Mais qui avait écrit les paroles de cette chanson-là? J'essaie de me souvenir. Est-ce que c'est... Je me souviens plus. Eddie? Qui a écrit les chansons? En tout cas, je sais que si Mathieu, notre technicien, metteur en ondes de l'autre côté, il a le temps de checker ça, tu regarderas ça, Mathieu, non, rien de rien, qui a écrit les paroles de cette chanson, puis il va nous le dire. Ouais. Charles Dumont. Charles Dumont. Ah, merci. Oui. Yes. Et Michel Vauquer aux paroles. Tu aurais fait quoi en deuxième choix de carrière si tu ne faisais pas le travail actuel? On y a un peu répondu parce que tu t'es lancé quand même comme femme d'affaires, entrepreneur. Oui. Mais un autre choix, là, un concret, là, y a-tu un métier qui t'allume? Là, tu dis, moi, j'aurais fait ça comme plan B. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. OK. Et vidangeur. OK. Mais je l'ai presque fait. En récupération, je l'ai fait parce que j'ai été... mon premier emploi, c'était travailleuse à la collecte. Puis quand j'étais petite, j'avais 4 ans, puis quand les vidangeurs passaient, je m'installais dans l'escalier là, du balcon sur le coin de la maison, puis je voyais les vidangeurs prendre la poubelle là, d'une main, là, puis vider ça dans le camion à benne, puis je trouvais ça magnifique. Et puis là, il m'envoyait la main, puis je lui envoyais la main. Puis un jour, comme travailleuse à la collecte, à récupérer le papier journal, je prends le sac de papier journal, puis je le lance dans le camion, puis une petite fille qui est dans les marches du balcon et qui me regarde, puis qui m'envoie la main, puis je lui envoie la main. Ah. Bon, voilà. C'est cute, ça. Ouais. Wow. Ouais. C'est bon. Vétérinaire et vidangeur, pareil. J'ai jamais entendu ça. Mais j'aime ici. bien la politique aussi. Là. Oui, mais la politique est venue à toi quelque part. Oui. J'ai pas choisi tant que ça. J'avais Louise Arel et Francine Lalonde dans ma cuisine. Là. Les deux me disaient, bon, là, Chantal, faut... C'est à ton tour? Oui, c'est à ton tour. Puis Francine, qui était une très bonne amie, que j'adorais. Louise Arel, que je respecte énormément aussi. Puis, bon, voilà. C'est ce qui a fait que je suis entré en politique. Le métier que tu as choisi de faire est-il devenu ce que tu pensais qu'il serait? Ben, oui. Attends une minute. Mais tu sais, le fantasme, là, quand tu regardes, OK, un jour, je serai politicienne. Puis là, tu as une image mentale de qu'est-ce que c'est être un député, une députée, une ministre. Tu l'es, là. C'est ça. Est-ce que ça ressemble à ce que tu avais comme concept? Oui. OK. Oui. Ce que... Moi, j'aime pas la ligne de parti. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, là, qui veulent entrer en politique puis qui disent la ligne de parti. J'aime pas, sauf là où je suis actuellement, là, avec François Legault, avec l'équipe, parce que c'est une coalition, coalition Avenir Québec, avec des gens de tout horizon, de toute pensée politique qui sont ensemble, puis on fait avancer les choses ensemble, puis on discute. OK. Et ça, j'aime ça. Quand on m'impose une pensée et une direction, j'aime moins ça. Tu vas ruer? Oui. OK. Alors, tu l'as dit tantôt, tu avais une tête dure. Oui, j'ai la tête dure, puis je peux m'obstiner, puis je peux... oui. OK. Ouais. C'est bon signe, ça. Mais je pense qu'il faut ça aussi dans la vie. Mais tu parlais des femmes tantôt qui, 80 ans passés, ne pouvaient même pas voter. Non. Imagines-tu? Oui. Les femmes qui ont eu la tête dure puis dire « Hey, attends une minute, là. » Et ça a pris des dizaines d'années. Ouais. Quand la première qui a commencé, là, il y a certains hommes, là, députés à l'époque, là, qui disaient « Ben voyons donc. J'ai bien trop de respect pour vous, madame, pour vous permettre de voter. » Aïe, aïe. C'est pas condescendant, à peu près. Oh my God.
C'était effrayant. C'est malaisant. Oui. Aïe, aïe. Effrayant. Mais on a des pays dans le monde qui sont comme ça. Non, je sais. On interdit aux femmes d'aller étudier. On interdit aux femmes de conduire une voiture. On interdit aux femmes de ne pas porter le voile, par exemple. Oui, je sais. On veut pas ça ici. Non. Si tu pouvais te réveiller demain matin en ayant gagné une qualité, un talent ou un don, ce serait quoi? Évidemment que de réduire la pauvreté à zéro. OK. Ouais. Ça, c'est un don magique extraordinaire. Oui. Mais une qualité ou un don autre, que ce soit artistique, sportif, y a-t-il quelque chose qui dit ça, là? Ça peut être un super pouvoir aussi, remarqué. Okay. Une qualité, ma blonde me dirait de ne plus être en retard, mais dans mon métier, je suis jamais en retard. Mais tu peux pas l'être. Non, mais je suis pas en retard. OK. Mais il est arrivé que je sois en retard. Ah, OK. Mais c'est même pas... Ça ne s'applique plus. Donc, ta conjointe, on va la nommer Sylvie, tu l'as dit tantôt, elle est probablement ponctuelle. Elle est extrêmement. Avec l'horloge suisse, là. Oui. D'accord. Oui, parce qu'elle fait de la télé, alors c'est ça. C'est le millimètre de seconde. T'as pas le choix. En télé. Quand t'es en mais en politique, il faut que tu sois un petit peu en retard. Pas trop, mais un peu. Comment ça, il faut? C'est parce que à un moment donné, quand j'ai commencé comme mairesse, j'ai à mon agenda d'aller au souper de tel... Il faut que je sois là à 5 heures. Bon, d'accord. Fait que je me rends pour 5 heures. Mais là, les gens sont en train d'enlever leur manteau au vestiaire. Il n'y a personne dans la salle. Ils sont pas prêts. Mais non. C'est ça. Alors, je peux pas être là à 5 heures. Mais non, puis surtout, tu peux pas rester 3 heures des fois. Dans la même soirée, tu as 3 engagements. Oui. Donc, si tu es là à 5 heures, puis le 3/4 des gens est même pas prêt... C'est ça. Ben non, alors, c'est pas 5 heures. T'as raison. Non, je comprends, c'est négociable. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a quelqu'un qui s'occupe de l'agenda. Oui. Et que lorsque on fait affaire ensemble pour la première fois, parce que des fois, les personnes changent, j'explique les choses. C'est très bien. Autre question. Autre question. Quelle est la chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante dans la vie? Je dirais... ça va tourner autour de l'amour encore. Parce que je suis choyée. Dans ma famille, j'ai eu beaucoup d'amour. On a eu beaucoup de chicanes, mais on a eu beaucoup d'amour. J'ai une famille qu'on a constituée qui est extraordinaire, qui est remplie d'amour. J'ai des amis extraordinaires. J'ai des collègues extraordinaires. C'est l'amour. C'est vrai, hein? Ouais. Et que c'est beau. C'est ça, la reconnaissance de l'amour dans ta vie, qui te rend heureuse. Oui, le plus important. C'est vrai que c'est important. Hein? Oui. En deuxième, la santé, hein, pour pouvoir apprécier tout ça. T'es en santé? Oui, ça va bien? Suis en santé. Oui. On a le temps encore d'une autre question. J'ai pas vu le temps. Ah oui, on a encore un petit 5 minutes. C'est bon. Il y a bien des questions que les invités n'ont jamais posées encore, hein, parce qu'il y a une centaine de questions dans le chapeau. Il y a des affaires que j'ai jamais entendues. C'est vraiment le fun. Oui. Si tu étais sur le point de mourir... Encore? Attends une minute, c'est pas la même tout à fait. Si tu étais sur le point de mourir et que tu avais la possibilité de faire un seul appel téléphonique, qui appellerais-tu? Tu lui dirais quoi? Et qu'attends-tu pour le faire? C'est hot, ça. OK. Qui t'appellerait? Ben là, je suis sur le point de mourir parce que, je sais pas, là, puis je suis sur le point de mourir puis je suis capable de prendre le téléphone. Imagine-toi ceux qui étaient les passagers dans l'avion au World Trade Center. Ben, c'est sûr que j'appelle Sylvie. Et puis, évidemment, que je lui dis que je l'aime. Là, je pense à mes frères, ma soeur, je pense à ma mère. Mais ma mère, elle ne comprendra pas au téléphone parce qu'elle est un peu sourde. Elle a 102, tu dis, ta maman? Oui, elle va avoir 102 là, au mois de juin. Donc, tu feras un appel conférence? Oui, appel conférence Teams. Tu veux les voir aussi? OK, une autre dernière question. Ça reste encore l'amour, hein? Oui. Bien, je pense que c'est ça qui fait qu'on est en vie. Ben oui. Et qu'on peut faire ce qu'on fait. Tellement. Parce que
Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique, ce serait qui? J'aimerais ça repasser du temps avec Francine Lalonde. Ah, pourquoi? Ça a été une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée dans ma vie. On est devenus amis. On avait des discussions animées, extrêmement enrichissantes. C'était une prof d'histoire. Elle me racontait des... Puis elle a vécu des choses là, extraordinaires là, dans ses mandats. Moi, en son honneur. Puis à l'arrondissement, lorsque j'étais mairesse, on a créé un belvédère sur le bord du fleuve. Et j'aurais aimé le nommer en son honneur, mais j'ai pas eu le temps parce que je suis devenue députée. Puis j'ai demandé à la mairesse actuelle de nommer le belvédère et on l'a fait en l'honneur de Francine Lalonde. Ça s'est fait. Avec ses enfants. Ah, que c'est beau. Oui. Ah, c'est touchant. Chantal Rouleau, qui est ministre responsable de la Solidarité sociale, Action communautaire aussi, et évidemment députée de la CAQ pour Pointe-aux-Trembles. La dernière question, elle est ici, je la demande à tout le monde. Chantal Rouleau, c'est 3 petits points. Tu complètes ça comment? Quelqu'un qui aime se lever le matin pour faire quelque chose de bien dans sa journée. Mais qui comprend de l'amour. Oui, femme de cœur. Ah oui. Ah, c'était une heure passée tellement vite, mais avec un pur bonheur. J'ai déjà hâte de te revoir. Ah, moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. C'était Chantal Rouleau, notre invitée aujourd'hui à l'émission Porte-Parole sur Canal M. J'aimerais remercier l'équipe. L'idée originale de cette émission vient de Marie-Philippe Lemarbre. Philippe Lapointe, merci à la direction de la radio ici. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. Mathieu Tessier à la mise en onde, à la recherche et la coordination, Claire Guérin. Et écoutez, ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour une autre émission de Porte-Parole. À très bientôt.